Il est 10h30, on va commencer. Allons-y. Bonjour à tous. On va démarrer doucement le temps que les derniers nous rejoignent. Ravi de vous accueillir pour cette première rencontre de notre nouveau cycle de conférences. Donc, rapidement, moi je m'appelle Alexandre Suzanne, je suis arrivé récemment à De la Suite dans les images, qui, pour ceux qui ne nous connaissent pas, est un réseau de 40 salles adhérentes dans la région des Hauts-de-France. Donc on est très content de reprendre cette action cinéma et jeux vidéo, qui a commencé il y a 3 ans maintenant, en 2018, grâce au soutien de la DRAC des Hauts-de-France, et qui continue pour une 3e saison. Voilà, l'objectif de l'action, c'est d'essayer de construire ensemble, par le partage de nos expériences de terrain et par des rencontres comme celle-ci, des formes de médiation autour du jeu vidéo dans les salles de cinéma. Et ce cycle est là pour nous éclairer un petit peu sur les aspects politiques auxquels le jeu vidéo peut toucher, essayer d'avoir conscience de ces aspects avant de proposer des animations en fonction du public, en fonction du territoire où on a implanté. C'est ça l'objectif de ces rencontres qui vont avoir lieu à partir d'aujourd'hui sur ce même créneau du mardi matin de 10h30 à midi pendant un mois et demi. Le reste des conférences qui sont aussi disponibles sur le site. Je pense que vous voyez tous le site dont je veux parler puisque vous êtes passés par là pour vous inscrire. Et de toute façon, je vous le renverrai par la suite sur le chat. Le chat que vous avez déjà commencé à utiliser et que vous pouvez totalement investir pendant la présentation pour poser vos questions, à voir comment ça s'organise, si Laura peut y répondre, si c'est directement en lien avec ce dont elle parle ou si après on les aborde dans le temps d'échange qu'il y aura à la fin. On est donc parti pour ce premier temps avec Laura Goudet. Donc Laura, tu es enseignante-chercheuse à l'Université de Rouen et tu es spécialiste des cultures numériques. Et ce matin, tu vas nous parler de genre et de sexualité dans les jeux vidéo, un très large sujet pour 1h15 d'intervention. Voilà, la parole est à toi. Super, merci beaucoup Alexandre. Je voulais déjà remercier tout le monde de la suite dans les images, tous les gens que je vois dans le chat. Je ne suis pas certaine de réussir à répondre directement en lisant tout ça, mais je vais faire ce que je vais pouvoir et puis voilà. Donc, genre et sexualité dans le jeu vidéo, c'est une question extrêmement large à laquelle je vais répondre de plein de façons différentes, j'espère, en brossant des panoramas et puis surtout en donnant une série de réflexions, de questions générales, de choses auxquelles on peut peut-être réfléchir si jamais on pense le jeu vidéo avec des questions sociales, des questions sociales diverses. Je vais parler de ce qui s'appelle le AAA, c'est-à-dire des jeux très grand public avec des budgets de plusieurs millions, des centaines et des centaines de collaborateurs, plusieurs studios, enfin des jeux qui sont l'équivalent de blockbuster, de films à très grand succès, tout comme de jeux indépendants qui sont développés par une seule personne, qui sont cependant beaucoup joués également. C'est pas la taille du studio qui compte, si je puis dire. Ce qui m'intéresse ici, c'est les corps. Évidemment, si on parle de genre, on va parler d'organes génitaux, mais on va parler aussi de performance de genre, c'est-à-dire plein de types de façons d'exprimer qui on est à travers son corps, ou plutôt de la façon dont les protagonistes, dont les avatars s'expriment grâce à ces jeux vidéo, en fait. Donc, je vais parler de jeux de combat, de certains jeux d'action, et puis je vais parler aussi de jeux de performance, c'est-à-dire où la narration est très importante, où la performance aussi d'un personnage qu'on va inventer. Vous savez, pour ceux qui avaient reconnu Dragon Age, je vais en parler un petit peu. Ce sont des jeux où le choix des dialogues est dirigé par une espèce de petite pastille qui vous dit, ok, ça c'est la réponse colérique du personnage, ou ça c'est la réponse plutôt intello, ou ça c'est la réponse un peu flippée. Et toutes ces choses-là, sont importantes. Il y a aussi certains jeux qui ont des compteurs de bien ou de mal, c'est-à-dire qu'on va se placer sur du karma positif ou négatif, on va être renégat ou parangon, etc. Donc, ces questions-là, de la façon dont on se conduit, sont importantes dans le jeu vidéo. Je ne pars pas forcément du principe que tous les gens ici ont joué, ce qui est très bien aussi. Donc, je vais peut-être enfoncer des portes immenses et ouvertes, mais bon, n'hésitez pas à dire dans le chat ou à la fin ce qui est compréhensible ou pas. J'ai cependant des biais, c'est-à-dire que je joue pas beaucoup aux jeux de sport, donc tous les jeux sur le basket, sur le foot, tout ça me sortent un peu sortent un peu du radar que j'ai, si vous voulez, et je vais parler de ma propre situation, c'est-à-dire que
Je parle d'un endroit qui est celui d'une femme qui est chercheuse, etc., qui va intervenir un peu plus tard. Hein. Je vais vous parler de ce qu'on appelle le privilège épistémique, hein, c'est-à-dire la situation, hein, la façon dont on se place est importante. Le contrat de base que j'ai ici, c'est regarder des jeux avec des humains ou des humanoïdes ou des créatures genderisables. Et on peut voir que même une canette de coca est genrée, hein, ou sexualisable, si on veut. Alors, ce sera plus dans mes recommandations que dans le cœur de cette conférence. Hein. Je vais aussi borner mon corpus. Très certainement, les premiers jeux desquels je vais parler, c'est fin des années 90, puisque évidemment, je ne vais pas parler de Pong, je ne vais pas parler de choses où là, il y a relativement peu de sexualisation, et encore que. Hein. J'imagine, mais encore une fois, je pars d'un truc hyper large, hein, qu'on va utiliser, que je vais utiliser certains concepts qui me semblent assez importants. C'est-à-dire que beaucoup de jeux montrent dès le début le fait que le choix du genre n'a pas d'importance. Vous pouvez jouer un homme ou vous pouvez jouer une femme. Dans certains jeux comme Oblivion, qui était donc un ancêtre de Skyrim, hein, dans la série des Elder Scrolls, je me souviens d'événements exceptionnels où on pouvait se faire violer par des bandits de grand chemin au lieu d'être juste agressé, entre guillemets, quand on jouait un personnage féminin. C'est-à-dire que, ok, le personnage féminin peut avoir 20 en force, peut être extrêmement X ou Y, mais en même temps, le jeu est écrit, certains jeux sont écrits de façon à ce que l'expérience soit légèrement différente pour des joueuses, pas des joueuses ou des joueurs, hein, puisque c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, ou ce que j'ai montré tout à l'heure sur la triade identitaire, hein, donc le protagoniste ou la protagoniste, c'est une entité qui n'est pas la même chose que vous en tant que personne qui jouait, qui n'est pas la même, évidemment, personne que vous en tant que humain, hein, sinon on n'irait pas, je sais pas, génocider comme ça joyeusement ou au contraire romancer des pigeons dans certains jeux de séduction, dont on parlera également plus tard. Ce qui m'intéresse en tant que linguiste, c'est la question du privilège, c'est la question de quels sont les indices, quels sont les signes qui sont montrés, qui nous permettent de savoir qui est privilégié et qui est dominé. Dans des relations de pouvoir où on va avoir un hégémon, c'est-à-dire quelque chose qui représente comme ça un pouvoir social, hein, une pression sociale importante, et puis des gens qui vont être subordonnés à ce pouvoir, c'est-à-dire l'hégémon et la subordination, c'est ça, hein, qui est privilégié, qui est dominé. Comme je vous ai dit, les savoirs sont situés, les discours sont situés par exemple, le fait que moi, je sois une femme qui travaille sur le genre dans le jeu vidéo plutôt, qui ait commencé les études d'exploration comme ça des identités et des performances de genre. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les hommes et sur les masculinités, donc c'est un de mes penchants préférés ici. J'espère que les mots dans la colonne rose vous sont connus, donc les LGBT, le genre, sexe et performance. Pour moi, j'identifie une triade également entre la performance que l'on a, les éléments biologiques divers primaires et secondaires qui permettre la sexuation ou pas hein, d'un individu, et puis une performance aussi, hein, et tout ça rentre dans les genres, le genre. J'oppose cis à trans, hein, vous le savez, donc cisgenre, c'est être en adéquation dans sa performance de genre avec divers marqueurs biologiques, et puis trans, c'est ne pas y être. Il y a des non-binarités, je parlais d'asexualité aussi, qui me semble être un des parents pauvres du genre dans le jeu vidéo. Parler également du male gaze, c'est-à-dire, c'est une situation aussi, hein, le fait que certains regards soient certainement faits et portés par des hommes. Donc, c'est ça, un male gaze, c'est exactement ça, c'est un regard masculin. Et donc, cette question ouais, j'arrive, Pascal. Alors, très bonne question de Pascal. M2F et F2M, c'est male to female et female to male. Hein, c'est donc les sens de transition. C'est-à-dire qu'une femme trans, c'est quelqu'un qui a été assigné homme à la naissance et qui est une femme, et vice-versa. Et puis, je parlais aussi de fan service. C'est-à-dire que je pense que le jeu vidéo, il est aussi fait par les fans. Et les univers étendus, la fanfiction, tout ça, ça fait partie absolument, alors peut-être pas du canon du jeu, hein, c'est-à-dire de toutes les
les marqueurs narratifs qui font qu'une saga, qu'une franchise comme ça a X épisodes. Mais en tous les cas, le joueur ou la joueuse sont des entités extrêmement importantes pour plein de choses. Ce que je vais regarder avec vous aujourd'hui, si j'en ai le temps, c'est quelques archétypes. Des archétypes féminins, masculins, et puis des extraterrestres. Comment est-ce qu'on fait quand on a des êtres qui sont pas forcément sexués comme nous. Alors, je vous spoil tout de suite, on va les sexuer, et assez sévèrement d'ailleurs, puisque je vais travailler aussi sur les reprises pornographiques. Attends, un petit caveat tout de suite. Je n'ai pas inclus une seule image qui serait de l'ordre de la pornographie. Il n'y a pas de sexe, de nudité frontale. Il y a pas de. Il va y avoir bien sûr des seins ou des choses comme ça. Il y a des plans qui sont très mal coupés parce que justement, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais bon. Je sais, Bruno, je sais, j'ai fait ce que j'ai pu pour cette chose-là. Je vais quand même vous parler de jeux japonais aussi et de certaines réalités culturelles que l'on trouve au Japon et qui s'exportent ou qui se montrent dans le jeu vidéo, puisque ça nous permet de décentrer le regard sur quelque chose de moins occidental et de regarder d'autres réalités qui peut-être se rapprochent des nôtres. Je parlais aussi de la pornographie, du travail du sexe, tels qu'ils sont représentés dans le jeu vidéo, pour ensuite parler de plein de choses comme les coming out, comme ça, comparer des coming out de la même série, mais de plusieurs personnages, à plusieurs, bien sûr, diverses années d'écart, et puis des récits, des témoignages de personnes trans qui ont soit écrit, soit servent le jeu vidéo. Je vais faire une sorte de petit continuum entre des gens trans, avant de parler d'expérience personnelle, puisque j'imagine que si vous êtes là, c'est qu'il y a une question importante de médiation culturelle, et donc il faudra tisser à la fin, je pense que c'est important de faire une espèce de tuilage entre ce que je sais en tant qu'universitaire et ce que je sais en tant que personne qui fait de la conférence grand public sur le genre depuis longtemps. Donc je vais vous parler de questions de détracteurs, questions de gens inquiets, puisque quand on parle de genre, c'est bien sûr une question extrêmement sensible. C'est une question extrêmement sensible et ça commence tout de suite par un tweet qui me permet de faire le chapeau de cette question, puisque quand j'ai parlé de cette conférence sur Twitter, j'ai parlé de grosse masculinité et il y a des gens qui m'ont dit et la grosse masculinité, alors c'est quoi au juste ? Eh bien, c'est simple. J'ai plein de réponses pour cette question. La masculinité, grosse masculinité, c'est cette question de la domination. En fait, le sillon dans lequel, alors j'ai mis une énorme citation, on n'est pas obligé de la lire, le sillon dans lequel se situe une espèce d'idéal masculin parfait, il est extrêmement petit. Mais, et c'est ce qu'on voit là dans la grande citation, c'est pas normal, c'est observable chez une minorité d'hommes, mais c'est un énorme pouvoir normatif. Il y a une immense peur de ne pas être assez masculin, d'être trop masculin, d'être trop ceci, trop cela, pas assez, etc. Et c'est la même chose d'ailleurs pour la féminité. Cette question de masculinité hégémonique, en fait, elle a été raffinée par Connell, qui est l'un des grandes figures qui en parle pour les universitaires d'hiver. Il y a un très bon... lui-même a refait un article en 2015 où il fait un état des lieux sur toute l'avancée de ce qu'il a dit à partir de 83. Pardon, excusez-moi. Merci. En revoyant, par exemple, ce qui se fait dans les cours d'école, les façons dont les gens se parlent et la façon dont les enfants se stratifient comme ça des identités personnelles, la façon dont certains milieux homosexuels également ont raffiné et ont retravaillé la question des masculinités est extrêmement importante également. La question, c'est celle du pouvoir. C'est qui est la personne qui tient le pouvoir et quel type de pouvoir est-ce qu'on tient ? Ça, c'est un point de départ que je vais utiliser là pour vous parler de... Alors, je suis désolée, mais mes diapositives sont hyper chargées, mais je me suis dit, il y a plein de... Merci Lise. Ouais, parce que c'était pas le prénom que j'avais, mais c'est parfait. Ça m'aide d'autant plus. Et je crois que j'ai pas mégenré derrière, mais bref. Donc, je vais vous parler de ce truc, alors que malheureusement, j'ai été aussi, puisque je vais regarder dans tous les sens, regarder du côté des masculinistes, c'est-à-dire de ces organisations d'hommes qui nous disent que les femmes ont gâché le jeu vidéo, entre autres. Ils sont intéressants parce que, enfin, ils sont intéressants. Eux, ils représentent cette cristallisation
inquiète. C'est-à-dire qu'il nous parle d'une hiérarchie socio-sexuelle. Comme vous pouvez le voir au milieu, il y a ce loup, puisqu'on se compare beaucoup à des loups. Et donc, il y a le mâle alpha, le mâle bêta, etc. C'est cette organisation de pouvoir qui, là, est très animalistique, c'est-à-dire inspirée par, d'ailleurs, de la recherche qui est elle-même obsolète de la bouche des éthologues qui ont travaillé dessus. Mais ce que je trouve frappant, c'est que quand on va regarder donc Alpha M, qui est un de ces groupes, un de ces youtubeurs masculinistes, il vous dit voilà 7 choses que les mâles alpha font et que les bêtas ne font pas. Et en fait, cette question-là, donc c'est ce que vous avez en haut à gauche là dans ma diapositive. Et ce que je trouve incroyable, c'est qu'en fait c'est hyper prescriptif. C'est-à-dire que on a très 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 peur d'être un mâle non-alpha. Et donc, on regarde ces vidéos également pour apprendre ce que c'est qu'être un homme comme il faut, quoi. Et c'est exactement ça. Je remercie Lunar aussi de parler de masculinité toxique, etc. dans le chat, ce qui m'aide beaucoup. Vient d'être découvert, entre guillemets, ou me semble-t-il, sur le devant de cette scène que je suis avec des pincettes quand même, parce que ça fait mal aux yeux au bout d'un moment, le mâle sigma. Alors, c'est-à-dire qu'on était content d'avoir une organisation, un truc avec le mec qui dirige et puis les autres en dessous, les omégas, les machins, qui étaient donc bien sûr les alphas, c'est ceux qui draguent, c'est ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont tout. Et comme je vous ai dit, genraison hyper normative, hyper minoritaire, ça inquiète beaucoup. Donc on a créé le mâle sigma. Alors le mâle sigma, c'est le même que le alpha, d'ailleurs il est au même niveau, sauf que ce qui est super, c'est qu'il domine personne parce que il est seul. Et il est mystérieux parce que il est dans son... il ne suit aucune règle et donc il est parfait. Je pense que d'une certaine façon, la mise sur le devant dans des jeux comme GTA V, qui est le jeu dont Trevor provient, là je vous ai mis une petite capture d'écran de ce Trevor, qui est un mec qui est plutôt vilain, donc GTA V c'est un jeu où on joue des gens de culture interlope. Effectivement, le mâle sigma, ça qui est fantastique, c'est qu'il domine personne, puisqu'il n'est pas meilleur que les autres. Il trace sa route et c'est cette façon d'être. Par exemple, Trevor, on le voit dans la bande-annonce de GTA V qui le présente. Il est tout seul en slip alors que les autres sont en costard. Les autres égale d'autres malfrats. Il se fait taper dessus par une vieille dame, mais en même temps, il tire des balles sur un 4x4, je crois. Enfin bref, il est comme ça dans une espèce de représentation d'une virilité qui suit sa route et qui est puissante parce que justement, elle ne répond à aucune injonction sociale. Il est moche, il est sale, il s'excuse d'avoir montré sa bite à un moment donné, mais c'est une phrase qu'en fait qui balance comme ça. Il est content parce qu'il vole une trottinette et voilà, il est ultra violent et c'est cette masculinité-là qui est aussi présentée comme étant alors c'est pas positif, je vais pas vous dire que tout le monde veut devenir Trevor, mais c'est ces masculinités-là qui sont mises en avant telles cet homme qui est également très mystérieux. Alors, il y a fort longtemps, j'avais parlé de Geralt en disant, Geralt de Riva dans la série de Witcher, comme étant quelqu'un de ténébreux. Mais en fait, c'est un peu cette chose-là. C'est le type qui ne suit personne, qui est un mutant, à qui on dit « Ah, mon Dieu, un Witcher arrive, cachez vos femmes », et qui conquiert un certain nombre de femmes. Et comme vous pouvez le voir, il y a un problème avec la façon, il y a une caractéristique intéressante avec la façon dont ici, les conquêtes sexuelles sont complètement objectifiées. C'est-à-dire qu'on se fiche un peu de la femme. Alors, il y a des femmes qui sont bien. Il a 2 ou 3 régulières, Triss et Yennefer, qui sont les 2 femmes qui reviennent comme ça dans les jeux, mais en même temps, il couche avec 28 femmes, j'ai compté 28 femmes. 28 cartes à collectionner dans Witcher 1, sachant qu'il y a plusieurs relations avec plusieurs femmes, comme vous pouvez le voir en bas, la carte que j'ai mise, c'est celle des infirmières, ça ne se voit pas du tout. C'est en voyant l'image, donc c'est voilà. Et donc, c'est un personnage neutre politiquement qui voyage, qui est une sorte d'image romantique comme ça, d'un homme qui a tous les tropes comme ça de cette masculinité un peu ostracisée, mais extrêmement charismatique.
Les cartes, bien sûr, hein, vous avez tout à fait raison, Pierre. Hein, ces cartes, ce sont des récompenses du joueur, hein, ou de la joueuse d'ailleurs. Vous les collectionnez et l'espèce de collectionniste, hein, l'envie d'être complétionniste, c'est-à-dire d'avoir tous les éléments du jeu, permet de rejouer, etc., hein, des choses diverses. Plus inquiétant, me semble-t-il, c'est des Project Red qui est connu pour plein d'affaires diverses, de crunch, donc de maltraitance de ses collaborateurs et de ses salariés. Entre autres, a inventé contre le piratage la transformation physique des femmes. Et comme vous le voyez, donc ça c'est la petite image en bas à gauche. Les scènes si vous jamais vous piratez Witcher 2, les scènes sont tout à fait normales, tout est normal, sauf les scènes de sexe où on transforme les visages des femmes en espèces de vieilles moches. Hein, ou de vieilles grosses d'ailleurs, puisqu'ils grossissent également les modèles féminins. Ça dit quelque chose sur qui sont les concepteurs du jeu. Hein, des choses comme ça disent en creux les pratiques désirées, hein, du gameplay, c'est-à-dire des mécaniques qu'on met en jeu et de comment on voit ce qui est attrayant ou non attrayant. Si jamais ces exemples de type un peu Sigma, un peu bizarre, vous déplaisent, eh ben, je vais passer à d'autres archétypes. J'ai été prendre, bien sûr, chez les gens discrets. Hein, j'ai été prendre Duke Nukem Forever avec ces belles affiches. Alors, vous savez, Forever, il a mis des années et des années à sortir. Finalement, il était très, très... pas si bien que ça, hein. Mais Duke Nukem, c'est cette masculinité qui met bien les couilles sur la table, on écarte les cuisses, on est sur un trône, il y a du feu derrière, il y a des extraterrestres qui brûlent, il y a des jumelles habillées en écolière, on a un flingue, on a un cigare, on ne voit pas ses yeux, et la caméra est mise en contre-plongée de façon à ce qu'on le regarde bien par en dessous. Là, on est dans une domination masculine complètement jouissive, hein, de l'ordre du fantasme. Évidemment que personne va être comme ça, comme Duke Nukem, hein, mais il représente cette explosion comme ça virile. C'est pas du tout la même virilité que le personnage que j'ai mis à droite, qui est Voldo, que j'ai volontairement opposé à Duke Nukem, qui lui est hyper sexualisé, mais pas du tout de la même façon. Voldo, déjà, il est cadavérique. Vous le savez, c'est une sorte de zombioïde qui surveille, qui garde les affaires de son maître, le trésor, machin, bon voilà. Qui est, lui, dans une masculinité travaillée par une espèce de fétichisme, hein, qui est aussi très, avec un corps très décharné, très, oh crotte, j'arriverai pas à trouver ce mot-là, mais c'est pas très très grave, où on voit ses fesses, hein, dans la première image, on voit son cache-sexe dans la deuxième, celle du bas. Il y a beaucoup d'internautes qui ont été très interloqués par ce nouveau costume de Voldo, qui est à la fois très fétichiste, un peu dangereux, parce qu'il y a des épines. En même temps, son cache-sexe est de taille très respectable, mais il est très maigre, contrairement à Duke Nukem. Il a des muscles, mais c'est plutôt un format brindille. Il est chauve, il n'a pas d'yeux, il n'a pas de bouche. Hein, vous le voyez, la représentation de Voldo cache ses organes sensoriels, hein, ses yeux, sa bouche, et le déshumanise complètement, en fait. Hein. C'est absolument sadomasochiste, vous avez tout à fait raison. Hein. C'est une imagerie, là, fantasmée, mais c'est un autre fantasme. Hein, là, on est dans du milieu BDS, on est dans une sorte de BDSM, si vous voulez. Hein. De toute façon, si c'est un esclave, je veux dire, c'était ça sa naissance, hein, c'était le fait d'être un esclave, machin, de son maître en Italie, hein, maître Verci. Eh bien, de toute façon, on est dans une relation de domination qui est absolument claire dans toutes les incarnations de Voldo dans Soul Calibur, qui n'aura de cesse de se déshabiller. Et d'être voilà, vêtu comme vous pouvez le voir, de cesse de se déshabiller. Je veux dire, il va pas enlever ses vêtements. On n'est pas dans du Dead or Alive, mais d'être en tous les cas représenté comme étant pas super vêtu. Dead or Alive, j'ai parlé du mot, donc il faut maintenant que je montre ce jeu qui est sorti, donc le premier, Dead or Alive, c'était fin des années 90, et tout de suite, on a eu l'option qu'il fallait débloquer, qui était difficile à obtenir. C'est encore un des outils de la rejouabilité, hein, qui était l'option de faire bouger les seins des personnages féminins. À tel point qu'il y a eu des variations de Dead or Alive, on a eu des jeux
plutôt de volleyball où on les voyait en bikini. Vous avez tout à fait raison. Elles étaient bien nues. Moi, je me souviens d'avoir joué au premier, puisque je suis un peu vieille, et d'avoir lutté pour gagner les derniers personnages qui étaient les moins habillés, bien sûr, du jeu. Ça va je veux dire, cette question de faire bouger les seins des femmes et ajouter ce côté fantasmatique, la customisation, de la sexualisation de personnages déjà déshabillés, va tellement loin, en fait, que c'est la caractéristique qui a été prise pour cet article que je cite en dessous, là, donc une preview de Dead or Alive 6, moins de nichons, plus de combats, parce que c'était un point identitaire fort dans ce jeu. Effectivement, voilà, vous avez tout à fait raison. La réglette pour changer la taille du tour de poitrine était importante. Enfin, on misait beaucoup sur ces seins. Vous le voyez aussi, la question de la façon dont le jeu vidéo évolue nous montre des choses comme Mortal Kombat. Alors, j'ai mis en haut, c'est peut-être pas super visible, mais en haut à droite, vous avez l'évolution d'un costume de personnage de Jade, me semble-t-il, de Mortal Kombat 2 à Mortal Kombat 11. Et à mon sens, elle n'est pas spécialement plus dévêtue ou moins dévêtue, c'est juste une question de customisation, et puis vous le savez très bien, il y a plusieurs costumes. Mais les détracteurs se plaignent tout de suite et ont très très peur que Mortal Kombat 11 nous présente carrément des nanas en burqa. Alors évidemment, ça aussi c'est du fantasme. Évidemment que personne ne pense qu'il va y avoir du... Lunar, tu es en train de spoiler des trucs dont je vais parler plus tard, mais tu as tout à fait raison. Évidemment que personne ne pense que les personnages vont finir en burqa. Mais les joueurs, ces joueurs en tous les cas, qui sont sensibles aux diverses sexualisations des femmes, s'inquiètent énormément, puisqu'en fait, le jeu vidéo, évidemment, il est évolutif. Et donc, d'occurrence en occurrence, d'avancée en avancée, on va se retrouver avec des choses qui vont répondre aux questions de société. Et là, ce qui est dénoncé, c'est pas particulièrement qu'on finisse en burqa, c'est plein de choses. C'est une peur effectivement islamophobe, c'est une peur on va plus nous laisser rien dire. Je vais en parler puisque j'ai bien sûr parlé du Miranda Gate avant de passer à un personnage qui me semble assez intéressant aussi. Lady Dimitrescu, qui vient d'être dévoilée comme ça dans les bandes annonces de Resident Evil Village, Resident Evil 8. Et ce qui est très étonnant quand on regarde Lady Dimitrescu, c'est que donc c'est un vampire qui fait 2,90 m de haut, à peu près. Elle représente parfaitement plein de paradigmes. Alors, à droite, vous avez la présentation, à gauche, vous avez la présentation dans la bande-annonce avec ces deux filles au sol. Au milieu, vous avez les représentations pornographiques. J'ai été faire un petit tour sur Pornhub et dès le début, on a eu l'image 1, donc celle en haut, des modèles en 3D reproduits à peu près de Lady Dimitrescu pour montrer des scènes sexuelles et des choses comme les images 2 et 3. Alors, j'ai pris des plans comme j'ai pu, comme je vous ai dit. Le 2, c'est une vraie actrice qui a fait un cosplay de Lady Dimitrescu et puis une scène pornographique. Et 3, c'est un truc animé comme il a pu être animé. C'est pas de l'animation incroyable, bien sûr, on n'est pas dans du Pixar. Mais on est déjà à 30 000 vues pour certaines, plus de 10 000 vues en tous les cas pour ces représentations pornographiques. Ce personnage-là a frappé l'imaginaire incroyablement. Et donc, tout le monde s'est dit, allez hop, on va s'embrécher là-dedans. Et donc, on va faire du cul de Lady Dimitrescu, qui est d'ailleurs apprécié et par les hommes et par les femmes. Et puis, il y a aussi cette question de Lady Dimitrescu, c'est un peu une maman. Et donc, il y a deux choses, soit on la sexualise à fond, avec ses seins, avec le fait qu'elle soit immense, avec oui, merci de balayer le sol avec mon corps, soit on la voit comme une petite maman, c'est-à-dire une maman dans le Caire qui propose des petits sandwichs à ses filles qui sont, comme vous le voyez, je cite, vampires godes victoriennes, des femmes godes victoriennes, disait un des joueurs qui dit, bah voilà, comment est-ce que je vais avoir peur maintenant, avec en gros une érection, ce qui est une vraie question, et je pense que les gens de Resident Evil ne mesuraient pas forcément les implications ici.
Les implications ici, alors là, je vais passer assez vite parce que on en a déjà parlé, hein. C'est aussi des implications de sexualisation des personnages. Je vous l'avais dit dans le chat, donc je vais pas le refaire, hein. Le coup de Samus Aran, qui a un nom un peu androgyne, et on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Vous la voyez dans son armure au début, qui est pas très révélatrice du genre de la personne. Et puis finalement, c'est une petite dame avec des seins. J'aime bien parce que quand elle a été refaite, en fait, cette scène, on lui a rajouté comme ça des petits points pour figurer des tétons ou quelque chose au cas où c'était pas déjà assez clair. Samus Aran, elle est aussi victime de ces plans par en dessous qui sont très pratiques, hein, parce que comme ça, on peut voir les personnes qui lui parlent et qui sont très pratiques aussi pour pouvoir regarder ses fesses. Ça, c'est un grand thème qui va revenir, ce thème du male gaze qu'on a avec des personnages comme Miranda. Miranda, c'est le personnage au cœur de l'intrigue de ce truc de est-ce que BioWare fait bien ou mal ou machin de refaire ces scènes. Donc, on a des dialogues comme ça me dérangerait pas si tu me matais, ou là, à la limite, le personnage de Shepard, qui est le monsieur très statique que vous voyez là, hein, pourrait tenir, sauf qu'il y a plein d'autres scènes où ça se tient pas. Les questions de remake, elles ont été lancées par plein de gens. Il y a une interview dans Kotaku où en fait qui est assez complète et qui raconte le fait que, par exemple, ils ont dû refaire non seulement Miranda et ses plans sur des fesses, mais aussi le fait que Shepard, le personnage féminin, était juste un reskin du squelette masculin, sauf que Shepard masculin que vous voyez ici, qui est caractérisé quand même par cette grande raideur comme ça, c'était quelqu'un qui s'asseyait avec les jambes hyper écartées, sauf que Shepard féminin, vous lui mettiez une robe quand vous jouez donc Femme Shep, et donc elle écartait les cuisses, ça faisait des robes hyper distendues, c'était très bizarre, c'était pas une position extrêmement élégante, ni pour l'un ni pour l'autre, on peut bien le dire, hein. Et donc, je vous laisse lire aussi les paroles de Mac Walters, qui est le directeur de projet, qui regardait comment Mass Effect a été fait avec donc son collègue Kevin Meeks. Alors, c'est le lead environment artist. Donc, le type, lui, il s'occupe de regarder la façon dont tout fonctionne, y compris ces angles de caméra qui sont extrêmement étranges. Je vous ai mis aussi en haut une illustration de EDI, qui est l'ordinateur de bord. Je frémis rien qu'à dire ces phrases. Donc, c'est l'ordinateur de bord qui a été mis dans un corps hyper sexualisé, et puis sans vêtements, parce que évidemment que c'est agréable d'avoir une petite dame comme ça qui se balade avec un corps absolument suivant tous les canons de la beauté féminine dans son navire, même si elle est en métal. Je suis pas sûre de ce que je viens de dire, mais bon. Donc, eux-mêmes se disent, on est très étonnés. Et Mac Walters dit, mais attendez, mais comment ça se fait qu'on avait ces plans-là? Finalement, c'était super bizarre. Mais les plans sur les fesses de Miranda, la caractérisation de, comment elle s'appelle, de Edie, la façon dont Shepard était animé, les expressions faciales qui n'allaient pas du tout, etc. Enfin bref, tout ça fait partie du package de la refonte. Et il se trouve que donc, alors c'est parfait, hein, ça m'a vraiment beaucoup aidé, jeuxvideo.com a balancé un petit sondage. Les développeurs ont-ils eu raison de censurer la Legendary Edition en retirant certains passages des dégradants? Alors, j'aime j'aime la censure, j'aime dégradant, j'aime l'utilisation des emojis. Évidemment que les gens vont vous dire non, hein. Si vous faites une phrase comme ça, je veux dire, il faut pas être linguiste pour se dire oui, la censure c'est mal. L'évolution d'une vision artistique qui est nourrie par le fait que les gens sont pas les mêmes en 2010 et en 2021, c'est pas du tout la même chose. Ce que je prends comme exemple à ce moment-là, c'est par exemple, j'ai un compte Facebook depuis très très longtemps, depuis 2007. Je suis pas super fière, j'imagine, de certaines phrases que j'ai pu balancer quand j'étais beaucoup plus jeune. Et donc, on va effacer des trucs, ou on va ne pas les remettre en avant X années plus tard, parce qu'on a changé. Et c'est un peu la même chose.
Alors, j'ai pris le dernier commentaire, donc celui en bas à gauche, évidemment, il est ironique. Hein, c'est pour ça que j'ai pas anonymé la source, qui joue sur le fait que tout le monde pense que Zelda, c'est le personnage de Lynx. Donc la fin du tweet justifie les moyens utilisés avec une sorte de bait and switch qui a été fait là par Hugo. Mais on la voit. La gamme de commentaires, bien sûr que Hugo est ironique, hein, Marie, on est tous d'accord là-dessus. Hein. La gamme de commentaires, en fait, elle se ressemble. À chaque fois qu'on regarde un truc de ce genre-là, il y a toujours on peut plus rien dire, mais il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait que, encore une fois, le non-officiel, la fanfiction, le mod, les mods, c'est la façon dont on peut changer une œuvre en adjoignant ou en changeant légèrement des mécaniques ou des visuels de jeu. Voilà, pour une définition hyper large. Et donc, le type dit, oh, voilà, c'est juste 2-3 plans sur un cul. Bon, sous un pantalon moulant. Alors juste, je vous le remontre, hein, pour le plaisir. C'est pas moulant le terme qu'il faut pour ce pantalon. C'est anatomiquement moulé sur la personne. Hein, mais bon, bref, ça, c'est pas très grave. Voilà, c'est un pantalon seconde. Alors encore une fois, hein, on est d'accord sur Hugo, on est d'accord sur le fait que c'est du second degré, hein, mais bref. Et effectivement, il y a le ça va. Puis vous voyez, de toute façon, ce sera modé, puis il y aura des nude patch, hein, donc voilà, de toute façon, à quoi bon, oh là là. Ça me permet de faire une petite comment s'appelle, petit passage vers les xénomorphes. Et vous allez comprendre tout de suite qu'en fait, Mass Effect est une série que j'apprécie particulièrement. Et parler un petit peu de comment est-ce qu'on fait. On a plein de stéréotypes de genre féminin, masculin que j'ai à peine définis parce que ils sont à la limite autour de nous, dans la publicité, dans les films, représentés par des acteurs, des actrices, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a des xénomorphes, c'est-à-dire des extraterrestres qui sont autre chose? On va avoir des moches. Hein, on va avoir très clairement une création d'extra. Alors, bien sûr, c'est pas le terme technique. Hein, on va avoir une création comme ça de personnages qui nous permettent à la fois de faire du commentaire social sur des réalités loin de nous. Donc, on peut faire des commentaires sur le racisme, sur les sociétés, je sais pas, hyper militaires, etc. Bon, bref. Mais non, on est d'accord, c'est pas moche, hein, Nelcor, et je le prouverai dans deux diapositives. Mais pour faire de l'environnement, hein, on va représenter des espèces comme les anards qui sont des espèces de grosses pieuvres, des galariens qui sont des sortes de grenouillettes, les elcors qui sont des pachydermoïdes, les volus c'est des petites créatures comme des grosses taupes si vous voulez, et on va quand même permettre à Shepard, donc le monsieur Red du début, hein, de romancer, hein, des personnages xénomorphes. Pas ceux-là, hein, pas les protéins, pas les elcors, pas les galariens, pas les voilà. Effectivement, hein, les Krogan sont très virils. Je vais montrer des Krogan, mais plus tard. Quand je dis romancer, en fait, c'est marrant, j'y pensais pas en créant ce matériel, mais je me suis dit, en fait, en vrai, il y a beaucoup de jeux où on a des histoires un peu épiques, on va sauver la galaxie ou le monde ou machin, et en même temps, on va quand même séduire des coéquipiers. Et on va séduire des coéquipiers, c'est ça le romancing. Et donc, on va séduire des gens qui sont acceptablement, romançables. Donc, Liara, par exemple, est une Asari. Asari, c'est parfait. Les Asari, elles ont des caractéristiques physiques qui font qu'elles plaisent à toutes les autres espèces de l'univers, ce qui me semble quand même extrêmement problématique en tant que tel. Ce qui veut dire que ce sont des extraterrestres, donc c'est cool, et on va pouvoir les faire danser dans des bars divers comme l'antre de Koras, où on va les voir s'agiter, se toucher les seins, mais ça passe parce que ce sont des extraterrestres. Et ce sont des extraterrestres qui sont belles, mais ceci, cela, etc. On va avoir le droit, à partir de Mass Effect 2, grâce à la réception extrêmement chaleureuse des joueurs et joueuses, de romancer Garrus Vakarian, qui est une sorte... Alors, un chat criquet, je ne sais pas comment dire ça mieux, mais si vous avez mieux, voilà. Des personnages comme Thane Krios, donc le Drell, a été fait en s'inspirant d'Oiseaux du Paradis. Les premiers designs de Thane, ils sont effarants. Hein. Il est vraiment... ils ont plutôt joué sur le côté assassin. Et plus le temps a passé, plus ils l'ont fait. En fait, c'est pour ça qu'ils se sont inspirés d'oiseaux, en plus des insectes, hein, et de belles couleurs, etc.
pour en faire quelqu'un d'attirant quand même, hein, malgré son métier d'assassin officiel. Et puis bon, Tali, qui est évidemment une des préférées aussi. Alors, je rentre pas dans plein de questions de comment ces gens se reproduisent. Alors, ils n'ont pas forcément des organes pénétrants qui vont dans des organes pénétrés avec des œufs à l'intérieur, etc. Mais il se trouve que c'est pas un gros problème de toute façon. Parce que on va faire de la règle 34, c'est-à-dire dès qu'il y a quelque chose, un quelque contenu culturel que ce soit, on va pouvoir en faire des adaptations pornographiques. Eh bien, on va utiliser tous les personnages, y compris les Elcor, que j'avais dit moches au début, et je m'en excuse, pour faire des fictions de fans, des films. Alors, je suis désolée, la capture en haut, elle est toute petite, c'est Miranda. Miranda, c'est un personnage qui est voilà, elle est très belle, hein. Et donc, c'est un personnage qui est extrêmement représenté sur tous les sites pornographiques, avec plein de gens qui ont refait le modèle de Miranda pour la mettre dans plein de situations sexuelles avec plein de créatures. On le voit aussi, on crée des romances homosexuelles entre Thane et puis un Krogan. J'ai oublié là son nom, je suis vraiment désolée. Hein, j'ai un Vrex, j'imagine. Est-ce qu'il est, c'est le rouge Vrex? Je ne sais plus. Où on va de toute façon créer des remédiations biologiques. Il n'y a pas d'anus ou il n'y a pas d'orifice pénétrable dans ce corps. Eh bien, c'est pas grave. Les joueurs et les joueuses sont extrêmement forts pour ça. Je vous laisse là-dessus en parlant maintenant des jeux japonais. Et merci, c'est bien Vrex, donc je suis contente de ma mémoire. Et donc, voilà, ce petit visuel d'un jeu Cobra. Ce jeu Cobra qui est disponible sur Abandonware, me semble-t-il, ou un truc comme ça. Excusez-moi pour les trucs en anglais. Voilà. Et donc, ce petit jeu japonais, comme vous pouvez le voir, ce petit visuel des années 70, me semble-t-il, laisse peu la part à l'imagination. Je vais pas parler énormément des jeux japonais, et je vais parler simplement de deux, trois réalités du jeu japonais.